deuxième bloc de conversation que j'ai eu l'occasion d'avoir avec Propolis. Mais comment un incubateur comme Propolis peut justement, parce que là on a parlé un peu de l'effet académique, mais que les idées ne vont pas plus loin, et la nécessité commerciale de faire de l'argent, parce que tu sais, on peut vivre dans nos idées, mais il faut quand même un toit, de la nourriture et tout pour vivre, donc ces entreprises ont besoin. Comment on est capable de combiner, puis comment justement un incubateur comme ça permet de combiner les deux pour arriver à ce que des idées qui peuvent sembler farfelues ou purement académiques, on pourrait dire, et les faire atterrir justement dans l'univers commercial réel et qu'on en obtienne quelque chose. Là, je peux parler parce que les côtés techniques, je ne sais pas du tout. Je vous fais confiance. Il faut pas. C'est retrouvé. 0,13, ça dit Thierry. C'est vrai. Et oui. Et en fait, c'est vraiment inspirant d'accompagner les entrepreneurs. Mais en même temps, c'est les entrepreneurs, et ça, c'est sans vouloir généraliser, les entrepreneurs en cyber, la plupart sont très techniques. Donc, il manque encore soit un cofondateur qui va être un peu plus commercial pour attendre ses clients potentiels, soit vraiment intégrer tout ce qu'on leur apprend pendant 6 mois. On leur apprend vraiment, ils passent par des ateliers, il y a de mentorat, il y a de coaching, etc. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on essaie de leur apprendre un peu de soft skills pour pouvoir aller et présenter leurs solutions et la mettre de l'avant. Mais ils sont ces challenges-là, certains qui ont... Et je trouve aussi que dans la cyber, ils ont beaucoup de mal à vulgariser ce qu'ils veulent présenter. Et le problème, c'est qu'ils veulent vendre leurs solutions à des gens qui sont pas en cyber, c'est normal. Ils veulent protéger des cliniques, ils veulent protéger, etc. Et il faut savoir vulgariser ce qu'on veut faire. Et ça, c'est un vrai challenge. On l'a vu avec certains de nos startups. Et ils sont appris vers la fin. On a eu, il y a 2 semaines, la cérémonie de clôture où ils sont présentés. J'étais contente de voir qu'il y a eu un progrès. Donc, ils parlent avec beaucoup des mots très techniques qui ça ne va pas vendre de cette façon-là. Donc, on leur apprend comment est-ce qu'on peut vulgariser tout ça. Je pense que le problème, mais ça, je le dis on le dit à nos étudiants, c'est que si tu amènes des solutions, il faut que tu arrives à poser le problème. Exactement. Et ils ont ce souci-là de poser correctement le problème. Oui. Comme ça, ma solution, elle résout cet aspect-là du problème. Oui. Parce qu'elle ne veut pas résoudre tout le problème. Mais au moins, poser le problème et dire, moi, je m'attaque à cet angle du problème. Exactement. Et voilà comment j'apporte la solution. Oui, mais c'est très important de pouvoir... Nous, quand on rédige les papiers, quand on fait de l'innovation parce qu'on fait des papiers. Mais il faut que les industriels les utilisent après. Mais bon, le papier n'est accepté qu'une fois que tu as bien positionné le problème, tu l'as bien posé, que tu as montré que c'est un nouveau problème et que tu te positionnes par rapport aux autres solutions qui existent. Et que c'est un problème qui va être rentable. Absolument. Donc, celui qui relit ton papier, il n'ira voir ta partie technique qu'une fois qu'il a réalisé que c'est vraiment un problème, que le positionnement est bien clair et que tu fais de la créativité là-dedans. Et en même temps, il faudrait aussi voir la partie technique parce qu'il faut que ça marche. Il faut l'amener à ce qu'il aille voir la partie technique. Et c'est le même problème pour les startups. Oui. Tu peux lui dire, je fais la commande X, je fais le programme Y, etc. Il s'en fiche. Dès lors où il n'a pas compris qu'est-ce que tu résous exactement et pourquoi il n'y a pas une solution ailleurs et que c'est une nouvelle solution, tu vois. Donc, ça, c'est les gros défis pour nous aussi. C'est comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre qu'il faut faire comprendre aux autres ce que tu fais d'une façon très simple. Des fois, je leur dis, OK, est-ce que tu as un cousin? Oui. Est-ce que tu as un cousin de 10 ans? Oui. OK, explique-lui ce que tu fais. Et là, il y a comme des fois un shift de dire, explique à un enfant, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par tout ce que tu dis. Et c'est très important. Nous, on a d'autres corps en santé, en technologie médicale, technologie propre, etc. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation pour les autres startups qui ne sont pas en cyber pour comprendre qu'ils sont aussi impliqués, qu'ils sont aussi concernés par tout ce qui est cyber. Ils prennent des données parce qu'ils utilisent l'IA et s'ils font des applications, etc. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation pour amener l'innovation à d'autres sphères hors cyber. Parce que j'ai l'impression que le cyber reste dans la cyber. Je vois dans l'industrie, dans les conférences, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie, mais ça devrait être pour d'autres personnes aussi. Mais c'est une complexité, en fait, ça, je crois. Parce que je pense que c'est un des éléments les plus différents. Par exemple, les plus grandes différences entre les cohortes dont tu parlais, le MedTech, par exemple,
Puis la cybersécurité, c'est que les gens medtech sont du milieu de medtech et vont voir des entreprises pour lesquelles leur affaire touche aux technologies médicales. Donc, touche au médical ou aux technologies ou les deux, en gros. Cybersécurité, pour avoir un produit viable, c'est pas juste d'aller vendre à des entreprises qui font de la cybersécurité comme affaire. C'est pas à eux, c'est pas les premiers clients à qui on veut vendre nécessairement. Un, ça peut être des compétiteurs. Deux, il n'y en a pas énormément. Trois, c'est ceux qui se connaissent déjà le plus dans le domaine. En général, disons, de façon théorique, on pourrait dire, ils devraient être mieux outillés que les autres. C'est aux autres qu'on doit aller aider à régler le problème. Il faut. L'utilisateur final, exact. Puis c'est que la cybersécurité n'est pas considérée comme un aspect. C'est sexy, hein, comme. C'est pas nécessairement sexy. Non, c'est pas prioritaire, mais c'est aussi pas une unité d'affaires d'entreprise. C'est en support de ce qu'on fait dans une entreprise, à presque tous les coups. Donc, à moins d'être dans le milieu de la défense ou des choses comme ça, il y a ils ne se sont pas concernés. Il y en a certains qui ne sont pas concernés. Exact. Ils se sont concernés une fois qu'il y a un incident. Qui sont un incident, oui. Exact. Et là, l'argent, là, il y en a partout. Là. Exact. Mais ça ne dure pas. Exact. Puis c'est là, puis je pense que c'est un peu, peut-être un peu la solution, c'est de prendre une approche de dire, c'est celle que nous, on prend chez Kelvin Zero, c'est dire, comment est-ce que notre solution améliore aussi la vie des gens dans soit votre produit ou votre service que vous offrez en tant qu'entreprise ou vos employés dans l'utilisation. Peut-être qu'on est chanceux, c'est pas vrai partout, mais très longtemps, on a dit que sécurité et facilité d'utilisation étaient proportionnellement inverses. Pour une des premières fois dans l'histoire de la cybersécurité, je pense que l'aspect du sans mot de passe permet en fait d'augmenter les deux. Donc, ils sont plutôt proportionnellement liés, c'est-à-dire le maximum d'utilisabilité et le maximum de sécurité qu'on peut connaître aujourd'hui par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de dire, oui, vous allez être plus sécuritaire, mais pour la majorité des entreprises, c'est aussi, vous n'aurez plus besoin de mots de passe. Ça, c'est très rare qu'un PDG dise, non, j'aimerais mieux avoir des mots de passe. Généralement, ce qu'on entend, c'est dire, tu me dis que je peux être plus sécuritaire puis pas avoir à me casser la tête, pas avoir de mot de passe. Je sais pas si je te crois. Je vais demander à mon équipe de vérifier ce que tu dis. Mais si c'est vrai, je suis partant. Puis si on est capable de faire la même chose avec les autres innovations, je pense que ça va nous permettre de nous rendre. Il nous faut des entreprises qui seraient prêtes à faire des tests, des pilotes. Il nous faut vraiment ça. Ça existe, là. Je dois avouer, il y a Julien Yvon de Desjardins, il y a Pierre Lecalvez de CGI qui nous ont vraiment beaucoup aidés et qui parlent avec les startups et tout. Et je pense qu'on en a besoin de plus de gens qui embarquent dans le monde de l'incubation pour faire avancer l'innovation, justement, dans le monde réel, dans l'environnement réel. Je vais rebondir sur la difficulté parce que le cyber est probablement un des seuls domaines comme ça où on ne peut pas faire comme dans les autres, s'adresser entre nous autres. Puis le problème, c'est qu'on agit comme ça aussi. Tu l'as bien mentionné à la cyberconférence, on est très insulaire, on est très peu en dehors de notre propre domaine, donc on se parle entre nous autres. On est content de se parler, on se concadule, on est bon, on est gentil, mais le réel, c'est de dépasser cette frontière-là et elle est très difficile. Puis au niveau de l'incubateur, est-ce que vous avez, là, tu en as abordé un peu, mais est-ce qu'il y a des moyens d'aider de franchir cette frontière-là, aider les startups à dire, là, justement, tu mentionnais de trouver un problème réel à rattacher. Mais et comment vous faites pour justement passer cette insurmontable à bien des égards frontière-là, au-delà du fait d'avoir certains mécènes comme tu mentionnais qui peuvent aider, mais il faut même, c'est pas assez. À la limite, on n'a pas assez de mécènes, on devrait en avoir plus, mais au-delà du fait du mécénat de ces compagnies-là qui accompagnent, de grandes compagnies qui accompagnent, qu'on est capable d'aller plus loin. Justement, avec des partenariats, c'est comme des entrepreneurs en résidence comme Thierry qui se connaît vraiment, qui connaît l'industrie, etc., qui connaît les problématiques, qui peut vraiment donner des conseils très pratico-pratiques. Avec l'académie, on est bien positionné, nous, à Polytechnique, pour avoir quand même les côtés académiques pour les aider aussi dans ces côtés. Et nous, c'est ça, on les aide avec du mentorat, du coaching, on leur donne l'accès à notre réseau aussi, etc. Donc, on essaie d'aller de l'avant. On essaie aussi d'utiliser leur propre expertise à eux parce que c'est des experts en cyber.
pour s'entraider entre eux. C'est très important aussi de créer ces liens-là. Mais on les guide vers des subventions, etc. Donc, voilà, on essaie de faire tout le possible pour qu'ils puissent vraiment valider et avoir un prototype fonctionnel pour aller vers des tests pilotes ou autre. Puis je pense que ça revient sur un point que je mentionnais au départ. Le retard qu'on a eu toutes ces années-là fait aussi en sorte que la majorité des gens n'ont pas eu non plus n'ont pas développé le réflexe de penser à la cybersécurité. Point. Donc, dans toutes les autres entreprises, ça crée cette barrière-là comme on dit, d'essayer de sortir de notre groupe à l'interne en cyber, les experts en cybersécurité, puis d'aller vers les autres. C'est une difficulté qu'on a. Puis je pense que c'est peut-être un peu moins vrai aux États-Unis. J'ai fait beaucoup d'événements aux États-Unis où il y a beaucoup plus de gens qui sont pas nécessairement des experts en cybersécurité, mais qui comprennent l'importance pour leur entreprise de la cybersécurité et donc viennent voir ce qui est disponible et disent OK, ça pourrait être intéressant, puis ils font des discussions. Mais c'est aussi un peu un symptôme du reste. On parle beaucoup d'innovation, on parle d'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que souvent tout passe par les États-Unis? La majorité des entreprises, puis c'est une vieille mentalité un peu, je pense, mais de dire le fameux je vais acheter IBM, je me ferai pas mettre dehors, je vais acheter Cisco, je me ferai pas mettre dehors, c'est peut-être de moins en moins vrai de nos jours, mais reste que c'est encore là. Je pense que, puis je rebondis là-dessus, puis étant donné qu'on a quand même un peu de multiculturalité autour de la table, je pense que c'est symptomatique de la société canadienne et québécoise, plus particulièrement parce qu'aux États-Unis, c'est facile, ils ont peur, donc c'est plus facile de vendre la cyber. Je sais qu'en Europe aussi, cette peur-là habite les gens, donc sont plus à l'écoute. D'ailleurs, le point de vue législatif sont énormément en avance au niveau des lois qui obligent des choses. Le DSA est un bel exemple, NIS 2 est un bel exemple, et puis ils ont initié RGPD il y a quand même plusieurs années de ça d'ailleurs. Donc, eux autres vivent avec cette inquiétude-là, ils l'ont codifié en loi. Les États-Unis ne l'ont pas codifié en loi, ils font juste peur entre eux autres, donc c'est suffisant pour ça. Puis là, l'autre point d'innovation, c'est Israël, au sens où on parle des États-Unis, mais Israël aussi est très, très fort de ce côté-là. Parce que j'ai vécu dans un monde qui est instable. Naturellement, on l'a vu dernièrement, malheureusement, mais qui sont dans un univers très, très instable. Donc, naturellement, ils vont mettre beaucoup. Donc, ça habite l'esprit public, ça, mais ici, au Québec, Canada, ça n'habite pas l'esprit public du tout. Non, c'est ça, on est bien dans notre confort, puis on ne sort pas de cet aspect-là. Donc, mais encore, en Europe, je pense pas que c'était inné aux Européens nécessairement dans leur culture jusqu'aux avancées justement législatives. Je pense que RGPD a peut-être créé un peu ça, puis ça a forcé les gens à s'éduquer sur la question peut-être un peu plus et considérer ces aspects-là. Il y a des lois plus vieilles que RGPD en France sur lesquelles le RGPD a été copié. Donc la France prédate de... Là, je ne connais pas les années, là, mais ça date de loin là, par rapport à notre conception. Mais du point de vue de l'application de ces lois-là, par contre, c'était beaucoup moins strict que ce que ça l'est devenu avec le RGPD. Puis c'est vraiment le RGPD qui a changé la donne, selon moi, sur la prise de conscience qui a été faite de façon globale au milieu des différentes entreprises qui utilisent la technologie pour faire des affaires et d'aller chercher, par exemple, le consentement pour les informations, pour les cookies, tout ce qu'on veut. Ça tombe sur les nerfs des utilisateurs pendant un certain temps et ça amène d'autres problèmes, c'est bon, mais par contre, ça a créé cette culture-là à dire on doit au moins y penser, on doit au moins le considérer. Je pense que c'est une chose que du point de vue gouvernemental, on a très peu d'imputabilité sur les gens qui n'ont pas mis quelque chose en place pour se protéger. Ils ont un incident, on disait tout à l'heure, quand est-ce que les gens apprennent à la cybersécurité? Après un incident. Par contre, on ne fait absolument rien si ils n'ont rien mis en place. Pourquoi? C'est pratiquement être complice d'un crime, là, à un certain point, à un certain niveau. C'est de la négligence. Peut-être l'aspect régalien, Frédéric? Oui, par rapport à... je pense qu'il y a... Par rapport à des problématiques de cybersécurité, mais je pense que c'est plus large que la cybersécurité, il y a réellement une différence de mentalité, je pense, entre l'approche en Amérique du Nord et puis l'approche en Europe. Et notamment en France, puisque... je peux peut-être prendre des exemples en France, c'est qu'en Europe, effectivement, on s'appuie beaucoup sur le mot régalien, c'est-à-dire en fait, c'est l'État qui décide et ensuite les entreprises sont là pour appliquer les décisions prises par l'État. Alors, une telle démarche en Amérique du Nord est
largement concevable si effectivement l'État commençait à vouloir imposer des choses aux entreprises. Les entreprises diraient non, il n'y a pas de raison, on est libre, c'est la libre entreprise, on fait ce qu'on veut. Alors qu'en Europe, ce n'est pas du tout la même démarche. Et effectivement, on parlait par exemple du RGPD, les préoccupations par rapport à la protection des données à caractère personnel en Europe, ça date de très longtemps. En France, il y a la CNIL qui a été créée. J'étais encore... je ne suis même pas sûr que j'avais commencé à travailler à l'époque. Donc ensuite, effectivement, il y a toute une loi, la loi à l'informatique et liberté qui avait été déployée, qui effectivement était par certains aspects plus contraignante que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le RGPD. Pour tout ce qui est consentement, par exemple, la loi informatique et liberté était très contraignante. On peut prendre l'autre exemple pour les infrastructures critiques. Ce qui a été déployé en Europe et notamment en France par rapport aux infrastructures critiques, ça serait complètement inconcevable de transposer ça en Amérique du Nord. L'État qui décide que telle entreprise est un OIV, un opérateur d'importance vitale, et qu'à partir de là, c'est à la charge de l'entreprise de se mettre en conformité par rapport à la loi, donc de faire appel à des entreprises privées qui vont venir auditer pour vérifier qu'effectivement l'entreprise s'est bien mis en conformité par rapport à la loi. Tout ça, c'est à la charge de l'entreprise, tout ça, ça coûte cher à l'entreprise. Si l'entreprise ne le fait pas, elle va avoir des amendes. Donc, une telle démarche très régalienne, si on transpose ça en Amérique du Nord, on va dire l'État est devenu fou. Bon, on va pas... On le vu avec C26 où ça a créé énormément de débats de ce type-là parce que C26, c'est la création des OIV au Canada et ça a été très débattu puis il y a eu beaucoup d'émotions face à ça. Un peu exactement dans le sens que tu mentionnes où là, c'est l'État se mêle de choses d'entreprises privées dans lesquelles on n'est pas habitué de vivre de ce genre de choses-là, mais en même temps, à mon sens, on doit parce que sinon les entreprises deviennent négligentes. Bon, ça, c'est là. Mais ça peut freiner aussi, justement, des nouveautés aussi qu'on puisse avoir sur le terrain, vu qu'il y a de plus en plus de réglementations et des choses qui pourraient peut-être aussi bloquer, non? Oui, ben ça, c'est la question que je pose aux autres. Est-ce que vous percevez une limitation d'innovation? Parce qu'on dit souvent que l'Europe n'innove pas, l'Europe légifère. Donc, est-ce que c'est réel ou c'est juste une boutade qui est dite parce qu'on n'est pas capable d'innover avec les lois ou on s'empêche d'innover avec les lois? Est-ce que vous les voyez dans la recherche, non? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Parce qu'on a de plus en plus des gens dans la recherche qui sont intéressés pour l'entrepreneuriat. Est-ce que... Ouais, moi, je pense que l'Europe innove. L'Europe innove autant, sinon même plus que les Américains. La grosse différence, c'est que commercialement, ils ne réussissent pas autant que les Américains potentiellement. Puis, ce qui est donc perçu dans l'opinion des gens, c'est que il n'y a rien qui est sorti de l'Europe. Non, les Américains les ont achetés. La question, c'est pas qu'il n'y a pas d'innovation, c'est que la boutade est dite que c'est comme publiquement, c'est ça qui est dit. Je connais le réel, je connais beaucoup de startups en France notamment, puis c'est ça, mais c'est de savoir comment le cadre législatif, notamment européen, vient forcer l'innovation, parce que moi, c'est une contrainte qui nécessairement va forcer de l'innovation et pas la ralentir de perception. Là. Exact. Ça les force à trouver une solution à diminuer les coûts puis à simplifier leur vie pour pouvoir respecter le cadre législatif. Est-ce que c'est avantageux ou pas? Honnêtement, je ne suis pas un expert sur la matière de l'impact de la législation sur le résultat en entreprise du côté innovation spécifiquement, mais selon moi, je pense que un des éléments qu'on doit prendre en compte, c'est de dire il faut, éduquer les gens à considérer cet aspect-là. Deuxièmement, il faut les outiller aussi pour le faire. La réalité, c'est si je reviens avec l'exemple que j'ai pour mon salon de coiffure, ils n'ont pas un SOC. Ils n'ont même pas une ressource TI. Là. On s'entend. On s'attend à ce que leur site web soit sécuritaire. Peut-être qu'il faut un ordre professionnel sur les gens qui sont habilités à développer des sites web publics qui vont pour avoir de l'information. Il y a peut-être un manque d'imputabilité qu'on a cherché de ce côté-là. Il y a peut-être une question d'éthique puis de qualité de travail qui doit être atteint. Mais la réalité, c'est que la très vaste majorité des entreprises aujourd'hui, même s'ils changeaient aujourd'hui, ils disaient OK,
priorité numéro 1 ou 2. Je pense que les profits vont toujours rester premiers. 2, cybersécurité. Ils ne sont pas outillés, ils ne sont pas en mesure. On parle de pénurie de main-d'œuvre généralisée. On parle de pénurie en cyber depuis plus qu'une décennie. Si demain, toutes ces entreprises-là doivent avoir au moins une ressource, je suis désolé, on n'a pas suffisamment de gens pour répondre à ça. On n'a même pas suffisamment de MSP et de MSSP qui vont pouvoir répondre à ça, cette demande-là. Là. C'est trop gros. Peut-être un point par rapport à la cybersécurité et comment faire que la cybersécurité aujourd'hui soit un réel avantage commercial. C'est là qu'il y a du travail. Si je compare sûreté de fonctionnement et cybersécurité, sûreté de fonctionnement, c'est la faute accidentelle. La cybersécurité, c'est la malveillance. Mais pour la sûreté de fonctionnement, aujourd'hui, un produit qui répond à des normes de sûreté de fonctionnement, il a un avantage commercial. Si j'achète une voiture, je pense que la plupart des clients, ils vont préférer une voiture qui répond aux normes de sûreté de fonctionnement par rapport à une voiture qui n'y répond pas. Pour la cybersécurité, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Aujourd'hui, les gens probablement ne sont pas encore suffisamment sensibilisés pour se dire que aujourd'hui, si j'achète une voiture avec toute l'électronique à bord, il y a des risques en termes de cybersécurité. Mais ça, les gens n'en ont pas conscience. Et donc, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour effectivement sensibiliser les individus, les citoyens, pour que quand on vend quelque chose qui répond à des critères de cybersécurité, ça soit un argument commercial pour le vendeur. Et c'est là que devrait agir la loi, parce qu'effectivement, c'est un peu l'un des problèmes par rapport aux réglementations en France, c'est qu'elles sont répressives. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir une amende. Mais ce n'est pas ça qui contribue à la sensibilisation des citoyens. Les citoyens, ils voient ça comme une contrainte, mais pas comme un avantage. Je parle des citoyens, je parle aussi des entrepreneurs. Et c'est en ce sens qu'il y a peut-être à repenser les lois de manière à ce que les lois s'appliquent, mais que les citoyens perçoivent ces lois comme quelque chose de positif et pas quelque chose de répréhensible. Et je pense que là, il y a encore du travail à faire. Et ça passe par la sensibilisation, parce que les lois, dans un certain sens, elles ont du bon, mais elles ne sont pas perçues comme ça. Donc, c'est là qu'il faut effectivement sensibiliser, conscientiser pour que tout individu, comme pour la sûreté de fonctionnement, perçoive un produit qui répond à des normes de cybersécurité comme quelque chose qui va dans le bon sens et que l'individu a envie d'acheter. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit encore complètement le cas pour les produits de cybersécurité. C'est certain que non. Le meilleur exemple, selon moi, c'est pour utiliser encore l'analogie des voitures, c'est aujourd'hui, il nous faut un permis de conduire pour conduire, être sur la route. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des impacts significatifs sur la vie de quelqu'un si on fait une erreur, si on ne respecte pas les règles, etc. Bon, OK. Ça peut être la nôtre ou celle des autres. Je peux vous garantir que je vais faire plus de dommages de façon accidentelle ou intentionnelle avec les technologies, avec la cybersécurité, qu'avec une voiture, personnellement. Puis je pense que même la majorité des... Je pense que ce constat-là est probablement vrai pour la majorité des gens qui ne se connaissent même pas en cybersécurité. Je ne dis pas qu'il faut un permis d'utiliser la technologie, mais peut-être qu'il faudrait un permis pour... ou au moins une vérification en construction d'une solution. Le meilleur exemple, c'est en construction. Ouais. C'est un lieu de travail où les gens sont encadrés, où les règles, il y a un encadrement très, très fort. Que ce soit au Québec, aux États-Unis ou en Europe, ces encadrements-là sont clairs. Les règles de bâtiment, et donc ceux qui y travaillent aussi sont encadrés. Donc, dans un contexte plus global, structurant, parce qu'on parle d'infrastructure, fait que si on parle d'IT, c'est de l'infrastructure. Ouais. On est dans un même univers comme ça. L'ingénierie est un lieu très réglementé. On ne fait pas des ponts comme ça nous tente. On fait un pont de façon normée. On peut innover encore. On peut faire des meilleurs processus, de meilleure efficacité, des ponts qui ne tombent pas ou des ponts qui ont besoin de moins d'entretien ou peu importe. Il y a toujours une façon d'innover dans ces univers-là. Mais encore là, on est dans l'infrastructure et c'est réglementé. En TI, en général, on n'est pas là. Oui, oui, on parlait des lois. Là, on parle des freins à l'innovation. Les lois ne sont pas des freins à l'innovation. On parle des lois, mais il y a les normes aussi. Donc, l'existence des normes, ça me permet l'interopérabilité, avec qui je travaille, comment je peux échanger dans un cadre qui est bien déterminé. Moi, j'ai travaillé
J'étais directrice scientifique d'un CESTI. Les CESTI, c'est ceux qui évaluent les produits de sécurité pour leur donner un label. Et donc, les produits de sécurité qui sortent, un firewall, un IDS, ils n'ont pas tous le même niveau et ils ne sont pas destinés à aller tous dans le même système. Donc, selon le niveau, je peux acheter un produit qui va résoudre mon problème. Moi, je suis une petite entreprise, je n'ai pas besoin d'acheter un firewall qui est au niveau EL7 ou EL8. Donc, je vais acheter celui qui a le bon label. Donc, cette dimension certification est importante aussi, que je n'ai pas trop vue ici, parce qu'il n'y a pas cette dimension où on va évaluer les produits qui sortent. Et moi, je prends le produit qui résout mon problème. Donc, au-delà de ces dimensions normes et lois, qui pour moi ne sont pas un frein, au contraire, il faut les appliquer. Il y a la dimension échange, nous, en tant qu'académiques, avec les industriels. Ils ont une approche innovation qu'on a appelée, j'ai discuté avec Frédéric hier, innovation fermée. C'est-à-dire certaines entreprises, de grandes entreprises, ils ont cette dimension R&D. Donc, ils ont des gens qui font de la recherche, comme nous, font de la recherche. Mais ils font de la recherche entre eux. On monte des projets avec ces industriels pour travailler avec eux, pour innover avec eux. Mais non. Donc, nous, on innove dans notre coin. Eux, ils innovent peut-être dans leur coin, mais cet échange-là ne se fait pas. C'est-à-dire que nous, on a besoin de tester nos solutions auxquelles on croit. On innove, on est sûr d'innover, nous. Mais il faudrait pouvoir les tester et les confronter à des problèmes réels dans ces entreprises-là. Mais cette communication ne se fait pas. Donc, on a souvent, sans incriminer l'un ou l'autre, ou des industriels, on a souvent ceux qui sont en face de nous pour échanger, pour tester les solutions qui ne sont pas vraiment dans ce qu'on fait. C'est généralement des gestionnaires ou des choses comme ça. Par contre, ceux qui font de l'innovation, qui font de la recherche, qui résolvent de vrais problèmes au niveau de ces partenaires industriels, on n'a pas de contact avec eux. Ouais. C'est le décalage dont j'ai parlé tout à l'heure entre l'académie, les startups et l'industrie. Il y a comme, on est en train de faire les choses chacun un peu de notre côté. Oui. Thierry parlait de confiance. Il y a beaucoup de méfiance. Donc, je ne peux pas tester, ils ne peuvent pas donner les données. En même temps, on comprend parce qu'ils ont quand même, je veux dire, je comprends leur point de vue parce qu'ils ont quand même besoin de faire confiance et de prendre un risque, etc. Donc, je comprends. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour... Absolument. Donc, ça, c'est les freins. Hein. Peut-être que je peux dire deux mots de ce que parlait du IMC2, l'institut que je dirige et dont Nora est aussi partie prenante pour toute la partie recherche. Une des premières actions dans IMC2 qu'on va mettre en place, c'est le concept de Living Lab, de Cyber Living Lab, en fait. Donc, le Living Lab, en fait, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Hein, ça vient du MIT. Hein. C'était l'idée que pour innover, on va mettre des espaces où les chercheurs vont pouvoir se rencontrer, discuter, échanger leurs idées. Et c'était ça l'idée de base, de dire c'est en interagissant qu'on va effectivement faire émerger les innovations. Je pense que c'est toujours d'actualité, ce genre de concept. Hein. Je pense que ce qu'a dit Nora, effectivement, montre qu'aujourd'hui, ce concept de Living Lab, il faut continuer à le développer. Et donc, l'idée, c'est ça, hein, du Cyber Living Lab, c'est d'avoir un environnement avec des plateformes qu'on va pouvoir utiliser pour faire de la formation, bien sûr, pour faire de la recherche, mais aussi pour inviter et développer des partenariats avec les industriels et les startups de manière à ce que le Living Lab puisse être aussi utilisé pour partager des expérimentations, pour partager des données, pour partager des résultats de recherche, des résultats d'innovation. Accompagner les startups, et puis, comprendre ce qu'ils font pour pouvoir l'intégrer. Exactement. Il y a plein de choses comme ça. Donc, il y a vraiment des startups riches avec les idées. Nous, on a nos étudiants aussi qui ont de très bonnes idées. Il y en a beaucoup qui sont des diplômés de Poly, qui sont des diplômés d'autres universités aussi. Absolument. Parce qu'il faut savoir aussi, vous ne l'avez pas mentionné, mais je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a quand même à Poly, il y a pas mal de maîtrises, des certificats, etc., spécifiquement en cyber. Donc, il y a un côté, on veut innover, il y a un côté, on veut sensibiliser. Et peut-être que les gens ne sont pas au courant. Donc, c'est intéressant aussi que... faire passer je peux parler du parcours qu'on a créé justement en raison de ce problème. Effectivement, aujourd'hui, il y a au niveau des étudiants qu'on a, il y en a pas mal qui ont... Enfin, pas mal. Il y en a certains qui ont des projets d'innovation. Ils ont déjà des idées. Tiens, je voudrais créer ma start-up. J'ai déjà des idées. Et puis aujourd'hui, pour ces étudiants-là,
ils sont souvent obligés de mener leur parcours de formation à côté de ce projet d'innovation. C'est pas intégré. Et donc, ils sont parfois obligés de faire des choix. Est-ce que je priorise plutôt mes études ou est-ce que je priorise plutôt mon projet d'innovation? Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc c'est pas forcément évident de concilier les deux. Et donc, c'est en partant de ce constat qu'on s'est dit, on a mis en place une maîtrise en cybersécurité, donc avec plusieurs parcours. Et on s'est dit, pour ces étudiants-là, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et donc, pour ça, on a créé un nouveau parcours qu'on a appelé cybersécurité et entrepreneuriat, où les étudiants, en même temps que leur formation en cybersécurité, peuvent mener à bien un projet d'innovation, création d'une start-up. Enfin, c'est ce qu'on espère qu'à la fin, ça va déboucher sur une création de start-up. Et donc, tous les travaux qu'ils mènent en lien avec leur projet de start-up, ça correspond à des cours dans la formation qui vont pouvoir créditer. Donc, ils vont avoir des cours d'entrepreneuriat, des cours dans lesquels ils vont construire leur projet. On s'appuie naturellement sur Propolis, puisqu'à un moment donné, il faut réellement qu'ils développent leur projet d'entreprise. Donc ça, c'est la partie stage de leur formation. Hein. C'est crédité sous cette forme-là. Hein. C'est leur stage en lien avec la formation. Et c'est là qu'ils vont pouvoir rejoindre des parcours que gère Bérénice dans le cadre de Propolis pour effectivement, à la fin, avoir à la fois leur diplôme de maîtrise et avoir quelque chose prêt à être valorisé dans le cadre d'un projet d'entreprise. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé. On commence à avoir les premiers étudiants qui rejoignent ce parcours. Donc, les étudiants sont méfiants en général, donc ils ne prennent que les cours qui ont fait leur classe. Hein. Ils ont les archives, les examens, etc. Et celui-là, c'est à nouveau. Donc, ils arrivent tout doucement à ce parcours-là. On avait besoin de ce premier pour faire avancer la chose. Il faut voir ce qu'ont fait les autres. Est-ce que ça a marché? On a quand même notre diplôme. Donc, mais ça commence. Il y en a qui ont... Mais il faut vraiment être conscient que ces jeunes-là, ils ont des idées très tôt, des idées qu'ils veulent maturer. Et on a presque envie de dire que le fait de chercher son diplôme va être un frein à l'innovation parce qu'il faut qu'il fasse ça le week-end et non pas pendant la semaine. Là. Ouais. Donc, il fallait trouver un moyen pour y arriver. Et le fait d'avoir créé ce parcours entrepreneurial, ça leur permet à la fois d'avoir les éléments de base en cybersécurité. Donc, ils font du pentesting, ils font de l'organisationnel, ils font de l'audit, etc. Et en même temps, ils maturent leur idée en cyber. Hein. Ils créent une start-up dans le domaine de la cybersécurité. Nous, on a les mêmes défis parce que, juste pour clarifier, c'est que nos programmes sont ouverts à tout le monde, pas juste aux étudiants de Poly. Et donc, on a des gens qui sont peut-être un peu plus matures, qui ont déjà leur famille, qui ont déjà leur travail à temps plein. Et même s'ils ont des très bonnes idées, des fois, c'est pas évident. Là, sans financement, c'est pas tout le monde qui peut se lancer dans les vides et dire « Ok, je me lance, je vais pas avoir de salaire pendant... » C'est pas... Il y en a qui le font, hein, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et donc ça, pour moi, si c'est quelque chose à considérer, comment est-ce qu'on peut aider davantage? Est-ce qu'on peut avoir plus de subventions uniquement pour cyber ou n'importe, pour permettre d'avoir un répit dans leurs autres activités pour vraiment se concentrer sur les programmes et l'innovation. Mais, C'est la fin du deuxième bloc de la conversation que j'ai eue dans le cadre de Propolis. Le troisième et dernier bloc sera disponible la semaine prochaine.